Bonjour, j'ai le plaisir de vous dire que cette table ronde autour du graffiti et street art va démarrer. Nous avons le plaisir d'accueillir donc Arnaud Oliveux, qui est commissaire-priseur chez Arcurial, spécialisé dans les ventes de street art et graffiti, entre autres. Un nouveau groupe que je ne connaissais pas, Gendo 22. Ou 22 peut-être, si on reste. Et David Benamou, qui a la particularité de bien connaître le street art aussi, à travers son site et à travers son magasin, et toute la fréquentation de toute cet art dont nous avions envie de débattre pour voir quel était le rapport présent dans le street art et le graffiti par rapport au dessin contemporain, qui est notre sujet principal. Donc nous essayons toujours de croiser ces approches autour du dessin contemporain et du dessin tout court selon les formes d'art. Donc je vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour. Donc en fait, on va dire c'est plutôt un dialogue qu'on va avoir avec vous, quelque chose de plus informel. Donc l'idée, effectivement, c'était de voir comment le dessin s'insère dans cette forme d'art aujourd'hui qui est en phase de reconnaissance, d'institutionnalisation. On parle beaucoup du graffiti, du street art, de l'art urbain, selon les dénominations qu'on veut donner à cette forme d'expression. Et donc, on va avoir quelques images derrière qui illustrent plutôt donc, le propos qu'on va tenir et les échanges qu'on va avoir, donc à la fois avec David et puis avec également les principaux acteurs qui sont des taggers qui utilisent finalement aussi cette forme d'art qu'est le dessin, puisque en fait, au départ, quand on parle du graffiti, qui commence aux États-Unis à la fin des années 60, début des années 70, on parle de tag. Donc c'est vraiment le trait tracé sur un mur qui est à l'essence même de cette chose. Et finalement, est-ce qu'on peut parler de dessin? Certainement. On connaît les premières interventions de quelqu'un comme Jean-Michel Basquiat, comme Keith Haring un petit peu plus tard. Mais au départ, alors je vais essayer de faire partir les visuels. Donc quelques visuels que j'ai mis. Et les premiers dessins sont justement des dessins qui sont issus de Black Book de ces artistes, puisque vous connaissez un petit peu la façon dont les choses fonctionnent. C'est-à-dire que les artistes qui sont intervenus dans les années 70 et dans les années 80 aux États-Unis, avant de s'exprimer, on va dire, in situ, réalisent des esquisses dans ce qu'on appelle des Black Books et qui permettent justement de se projeter sur des formats beaucoup plus importants. Et ces Black Books, on est vraiment dans le travail dessiné. Et quand vous regardez notamment les photos d'époque de Martha Cooper ou d'Henri Chalfant, on voit justement la façon dont les premiers graffeurs ont travaillé sur ces papiers finalement, et comment ça leur a permis de se projeter sur des dimensions extrêmement importantes. Donc c'est un petit peu ça le sens primaire du dessin dans le graffiti. Il intervient de cette façon-là. Donc je pense que le plus intéressant, ce serait justement d'avoir l'expérience et la façon dont se positionnent aujourd'hui les taggers par rapport à ce trait dessiné. Alors, moi je vois du coup deux problématiques qui se posent à ça, qui sont celles de l'outil et celle du contexte. Car en effet, le tagger est un artiste qui va dans un premier temps faire des recherches personnelles chez lui, qui sont donc en effet des recherches du trait, donc qui proviennent de la lettre, donc de la calligraphie, dans un premier temps, pour écrire son nom. Donc il va faire une recherche de style sur papier, donc en effet de dessin. Et après, il va se poser la question de comment divulguer finalement son message et son travail plastique, non plus dans sa chambre, sur sa table, mais dans la rue, dans la ville, pour l'exposer à un maximum de personnes. Donc là, il aura plus affaire à son petit stylo bic ni à son critérium, mais à des outils qui seront un peu plus massifs, j'ai envie de dire, comme un gros marqueur ou une bombe, dans le but que ce soit le plus visible possible, voire agressif. Du coup, avec son outil qui change,
ce travail du coup qui reste du dessin, c'est-à-dire le travail de la ligne, peut se positionner presque dans le travail de peinture, c'est-à-dire que on a du coup des jeux de matière qui vont se faire, qui vont se poser, qui sont intéressantes et qui sont déclinables en fonction du support. Et, du coup, ce travail, donc le travail d'essayer de propager finalement cette écriture, ce nom, dans la ville, du coup, devient une problématique. Alors, en l'occurrence, nous, notre collectif Jeanne d'Eau, on parle surtout finalement du problème du contexte, plus que du travail de technique, d'écriture, de plastique. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avant de passer à la pratique, comment justement cet artiste va s'organiser pour passer à l'acte en ville, et dans un second temps, non plus la finalité, non pas la finalité, c'est-à-dire le tracé ou le rendu plastique, mais ce qui va se passer après finalement ce travail dans la ville. Donc comment va-t-il réfléchir à son processus, comment va-t-il s'organiser finalement pour se déplacer dans la ville, pour être le plus visible. Donc là, c'est toute une réflexion par rapport à ça. Et aussi, comment la ville elle-même va-t-elle aborder finalement ce travail qui est quelque chose d'illégal, donc qui est souvent très mal pris, très mal perçu, et souvent avalé un peu de travers. Donc on parle de ces deux problématiques, et non pas de la finalité exacte du travail du dessin, qui est le tag. Voilà, Natif, si tu veux dire quelque chose. Bonjour. Premièrement, excusez-moi, je ne parle pas très bien en français, mais je vais essayer de me débrouiller. La question, c'était à quel moment intervient le dessin sur les graffitis. Pour moi, la réponse est super courte, c'est au premier moment, au premier instant. Les dessins, c'est le début de tout dans le graffiti. Si on voit le développement de mouvements graffiti, il était un peu toujours lié au dessin. Si tu regardes à New York, dans le premier temps, quand le graphe arrivait, c'était vraiment lié au dessin qui sortait de l'époque, dans la bande dessinée, dans la publicité, dans ce qui se trouve dans des quartiers, un petit peu sur les affiches des Blaxploitation, surtout sur les affiches des Blaxploitation. Donc, il y a les images mainstream qui étaient un petit peu, si on va, accessibles aux graffeurs de l'époque, parce qu'il faut aller dans un musée qui coûte trop cher à voir. Et il y a eu les dessins accessibles, voire on peut dire outsider art, qui se trouvent directement sur les murs, sur la publicité, dans les bandes dessinées qu'il achète les graffeurs. Tous les dessins qui n'étaient pas dans des contextes mainstream ou nobles. Donc, pour revenir sur la forme des dessins, je crois que à la base, c'est en recherche. Si on décontextualise la contexte street et connaissance, c'est en recherche de traits, c'est en recherche du style, d'une ligne. Et cette recherche est pas très, dans sa façon d'interaction avec la ville, est pas très différente des recherches des futuristes, si tu veux, le mouvement des futuristes au début des siècles, où ils étaient impressionnés par tout cet début d'industrialisme et des machines et tout ça. Et les graffeurs, il était aussi fasciné par
par la ville et sa structure et sa côté industrialiste et, si tu veux, même la côté locomotive du dessin, vu qu'elle était faite à premier temps sur les traits, sur un train. Donc, les dessins des bases, la seule différence entre cette recherche d'un dessin normal, traditionnel sur une feuille de papier et les dessins des graffeurs, c'est que c'est concentré sur des lettres, sur nom. Comme si l'artiste, par exemple, il a finalement, il signe plus ses toiles, mais la signature, elle est devenue autosuffisante. Donc, c'est pas qu'il finit une toile et il la signe, c'est la forme des signatures qui prend l'importance et qui devient la dessin elle-même. Et je crois que c'est important de noter que c'est quelque chose qui reste toujours très actuel en fait dans le monde du graffiti. C'est-à-dire que vous voyez toujours aujourd'hui les artistes qui travaillent sur ces esquisses. Donc vraiment, effectivement, comme tu disais, le trait et tout. Là, par exemple, je vous ai mis derrière un dessin de Lokis, qui est donc un des graffeurs importants des années 80 sur la scène parisienne. Et en fait, ce dessin, donc, qui est un dessin vraiment, une esquisse préparatoire, a été complètement transposé en 98 sur une fresque murale. Donc on est vraiment dans le travail à la fois de la lettre, mais également du motif, parce que le travail de Lokis, c'est ces têtes assez impressionnantes. Vous en avez une un petit peu plus loin, la voici. Voilà, ça c'est une pièce plus récente qui est l'esquisse de fresque qu'il a fait pour un film qui va sortir, qui va être présenté à Cannes cette année. Donc on reste vraiment dans cette logique préparatoire. Et j'aimerais bien avoir un peu l'avis de David, donc, qui connaît bien ce milieu et qui fait aussi la même chose que moi par rapport au marché qui s'est mis en place. Donc il y a cette double vision. Enfin, en fait, dans ce qu'ont dit les artistes, on parle de montrer son nom. Faut pas oublier que c'est des adolescents qui ont créé un peu le mouvement. Et des adolescents qui étaient en soif, qui, comme a dit Native, ça a démarré en même temps que la publicité, tout ça. Donc ces adolescents avaient une recherche pour marquer leur nom. Ils voulaient être connus, accéder à quelque chose. Et ce qu'on explique en fait dans le dessin, c'est que, ce qu'a dit très bien dit Native aussi, c'est qu'il y a une recherche de style. Pour s'entraîner, on ne peut pas s'entraîner dans la rue, faire la même chose, faire quelque chose de beau si on ne s'est pas entraîné avant sur le dessin. Donc on parle de dessin préparatoire, mais on parle aussi de recherche de style. C'est-à-dire que les graffeurs griffonnent tout le temps sur du papier pour essayer de trouver, d'améliorer leurs lettres, que ce soit en tag, que ce soit pour des lettrages plus massifs, pour essayer de trouver un style, des lettres qui vont aller ensemble. Il ne faut pas oublier que le graffiti a une grosse part d'illégal et que les graffeurs n'ont pas le temps de vraiment travailler sur le mur. Ils arrivent avec l'esquisse ou avec ce qu'ils ont déjà travaillé avant, ils doivent tracer tout de suite les lettres sur le mur. Si vous regardez le début d'un graffiti, ça ressemble beaucoup au dessin. C'est-à-dire qu'ils vont prendre une couleur à la bombe pour tracer les lettres. Et une fois qu'ils ont tracé les lettres, eux seuls voient, ou l'artiste ou les gens qui travaillent avec, qui connaissent leur style, arrivent à bien voir leur lettrage, et après ils remplissent. Ils commencent à appliquer des couleurs pour après tracer les contours. Et il faut aussi se dire que le travail est très important sur dessin, parce que même sur mur, les proportions ne sont pas les mêmes. Les graffeurs n'ont pas forcément de recul, n'ont pas le temps de circuler. Vous me dites si je dis des bêtises, mais n'ont pas le temps de circuler, que ce soit par exemple dans un dépôt de train, entre deux trains, vous n'avez pas de recul. Le graffeur verra vraiment son graffiti quand il arrivera en gare. Il ne le voit pas avant. Et il n'a pas le temps de rester dans un dépôt de train. Si vous restez plus de 20 minutes, vous finissez au poste et vous êtes content pour la fin de la soirée. Donc ce travail préparatoire est très important, notamment dans la recherche de style et dans l'esquisse qu'on va faire. Et il parlait aussi qu'il y avait beaucoup de choses qui venaient de la BD. Mais c'est vrai que tout cet univers, quand on est vraiment très actif dans le graffiti, c'est souvent... on ne parle pas du travail après sur toile ou ce qui est transposé après, on parle vraiment du graffiti pur dans la rue. C'est souvent quelque chose des adolescents, en fait, ou des post-adolescents. On est jeune quand on fait ça, parce qu'on ne se rend pas compte des risques qu'on prend. On ne se rend pas compte qu'en France, si on fait ça en groupe, on encourt 5 ans de prison ferme et 500 000 € d'amende. Donc il n'y a pas tout le monde qui peut payer 500 000 €.
Il y a des procès là en ce moment, il y a Dest là, qui va passer ou qui est passé en procès, qui risque 350 000 € d'amende. Il y a SOAC qui vient de prendre 700 000 € d'amende. Donc on est quand même sur des peines très fortes. Asile qui a pris aussi 700 ou 650. À ce prix-là, on n'est plus à 50 000 € près, hein. Vu qu'il ne pourra pas les payer. Mais voilà, on est sur une vraie répression. On est sur des polices spécialisées. Il y a une brigade spéciale, par exemple, je parle de la France, hein, parce qu'il y a leurs homologues un peu partout dans le monde, mais il y a une équipe qui s'appelle Garde du Nord, qui sont des anciens stupéfiants qui sont mis à rechercher et qui sont habitués au réseau, parce que le graffiti sont des réseaux en fait. On travaille, là vous avez un crew, vous avez plusieurs personnes qui appartiennent au même groupe et qui ont des individualités en fait. Ils ont chacun leur signature, mais ils appartiennent à un groupe. Et quand Garde du Nord s'est mis là-dessus, ils se sont mis à démanteler le réseau, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé qui appartenait à quoi correspondaient les signatures, alors qu'avant, ils ont mis du temps vraiment à comprendre comment ça fonctionnait en fait. Et comme c'est pas forcément un milieu de gros délinquants, on n'est pas dans du passage de drogue, on est quand même dans de l'art. Ils n'ont pas eu de mal à démanteler, notamment en 2001, il y a eu 360 ou quelque chose comme ça arrestations dans l'espace de l'année. Donc c'est vraiment une très grosse répression. Donc c'est pour ça qu'on comprend que le travail du dessin est très important avant et qu'on n'a pas le temps. Quand il trace, un graffeur qui trace, il trace dans les deux sens du terme en fait. Il faut aller vite quoi. Voilà. Moi j'ai une petite précision à amener, juste pour redéfinir un peu les choses. Si on prend le terme donc, graffiti, il se divise finalement en deux sections, c'est-à-dire qu'il y a le tag, qui pour moi est un synonyme de dessin, puisque c'est un travail de la ligne, et donc ça, le tag c'est la signature pure et dure. Et dans un second temps, il y a ce qu'on appelle le graphe, qui lui pour moi est plus proche de la peinture, dans le sens où ce sont des jeux de couleurs et d'aplats. Donc pour moi, tag et dessin, c'est la même chose. C'est l'écriture, ça vient de la lettre, c'est du trait. Ce qui m'intéresse plutôt dans cette approche du tag, finalement, en quoi il est nouveau, en quoi il se démarque finalement de cette définition du dessin en général et de l'histoire du dessin, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est donc voilà comment finalement, toujours en lien avec la société et les outils qui vont arriver, c'est comment finalement le contexte va modifier cette approche du dessin. C'est-à-dire qu'il y avait l'outil qui permettait de répondre à la ville. Donc le contexte qui fait que ça change énormément de choses. Donc comment finalement ce nouveau dessinateur qui veut retranscrire son travail personnel qu'il a développé chez lui ou ailleurs, va essayer de le retranscrire dans ce nouveau contexte. Et finalement, je pense que c'est là que ça a amené vraiment des nouveautés, à la fois par exemple dans une spontanéité du trait, dans savoir improviser, parce que savoir que quelque chose d'illégal, il faut aller très vite. Et donc il y a plein de petits processus et de paramètres qui font que finalement, en revenant chez lui, le tagger, ce dessinateur, va avoir inculqué des notions qui vont finalement l'enrichir et le rendre plus fort qu'un dessinateur lambda qui recopie des chevaux chez lui, sur Internet. Donc là, il y a l'idée de spontanéité, il y a l'idée de l'outil, par exemple, de passer d'un gros marqueur ou d'une bombe pour tracer à un petit stylo. Et voilà, l'idée de rapidité. Après, à ça, il y a aussi la problématique du style pur et dur. C'est-à-dire, voilà, comment aussi se démarquer avec un nouveau style, comment aborder finalement simplement une question la question de la calligraphie, parce que c'est vraiment un travail de la lettre. Donc comment décliner ce travail de calligraphie au fil des années, comment transgresser ou surpasser ce travail de la lettre. Si après on rentre en détail technique de dessin, finalement c'est aussi ça, on voit en effet des évolutions et en fonction des régions, des pays, et ça c'est intéressant, mais du coup c'est vraiment un travail, enfin là c'est plutôt des questions techniques et plastiques. Voilà, moi ce qui m'intéressait par rapport à cette question du nouveau dessin qui est le tag, c'était voilà, ce contexte et ces outils qui font qu'on arrive à des choses assez nouvelles. T'as fini ? C'est bon. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les graffeurs en fait collectionnent aussi les black books, c'est-à-dire qu'un graffeur, pour lui, c'est très précieux. Tous les travaux, tous les sketchs qu'il a fait, souvent il les garde, et il va les échanger ou il va en faire pour d'autres graffeurs. Il va faire son nom, ils vont s'échanger. C'est vraiment courant dans les terrains vagues ou n'importe où les croiseurs se croisent. Les graffeurs se croisent, notamment dans mon magasin, je le vois beaucoup ça. Ils viennent avec leur black book et ils demandent à un artiste qu'ils aiment, un autre artiste, de leur faire son nom avec son style sur son black book.
Et j'avais une question pour Arnaud, parce que là, on a vu beaucoup tout ce qu'on voit en dessin, notamment en vente ou en galerie, c'est des black books qui ont été ouverts et découpés. Oui, tout à fait. Et là, je sais qu'à Bruxelles, nous, on va en mettre un en vente, black book, et j'ai aucune idée de ce que ça peut faire. Et c'était pour avoir ton avis. Parce que les black books, je pense vu que c'est vraiment l'esquisse du graffeur, c'est vraiment très précieux pour le graffeur, je pense qu'il va y avoir un moment un marché du black book complet. Je pense qu'il est en train de se mettre en place. Donc nous, on a aussi cette approche du marché, puisque on est sur de ce côté également. Donc on regarde un petit peu ce qui se passe. Et je dirais que pour un collectionneur et les collectionneurs qui se mettent en place dans ce domaine, c'est vrai que peut-être que ces dessins dits préparatoires, ces black books, c'est peut-être la chose la plus intéressante, la plus importante, parce que vous avez effectivement le premier jet du tagger ou du graffeur, et finalement vous avez, je dirais, l'essentiel qui est condensé dans ces dessins, dans ces black books. L'évolution de son style. Et l'évolution de son style. Hein. C'est pour ça que, alors, on peut ensuite parfois être un peu surpris que des graffeurs les vendent. Ensuite, je sais que certains m'ont dit que finalement, c'est aussi, certes, c'est leur passé, c'est un petit peu leur mémoire, mais finalement, quelqu'un comme Lekis, par exemple, il a décidé de s'en défaire, et parce qu'il est passé aujourd'hui à autre chose, et que voilà, il préfère en faire profiter effectivement d'autres, et notamment des collectionneurs. Donc comme tu disais, effectivement, il y a un vrai marché qui est en train de se mettre autour du Black Book et des dessins issus de ce secteur, et à mon avis, c'est un domaine dans lequel on va avoir de plus en plus de collectionneurs. C'est peut-être même plus intéressant que l'étoile en termes de collection. L'étoile, souvent, c'est un gros black book, en fait. Enfin, quand on regarde l'étoile, souvent, ils agrandissent ce qui est fait sur dessin, puisque c'est le style qu'ils connaissent, et, pour pas tous, mais beaucoup quand même. Mais moi, pour les collectionneurs, c'est vrai que je conseille vraiment de s'intéresser à ce domaine, parce que vous voyez effectivement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le trait et de voir la main en fait qui dessine. Pratiquement, on pourrait filmer, faire un documentaire sur la main d'un tagger ou d'un graffeur en train de dessiner une de ses esquisses. Et on se rend compte qu'il y a une dextérité qui est complètement incroyable et une facilité de trait qu'on ne retrouve pas forcément chez tous les artistes de la scène contemporaine. Là, il y a vraiment une spécificité du fait qui est résumée dans tout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire dans les conditions du terrain. C'est ce côté aussi, cette appréhension de la rapidité, de la célérité qui est nécessaire, parce que, comme on le disait, les interpellations continuent, et ce côté excitant du terrain continue à vivre aussi à travers ça. J'ai deux choses à dire. Il faut savoir que c'est aussi l'une des seules choses que le graffeur conserve de ce qu'il a fait sur un mur. Il conserve la photo du mur et l'esquisse, souvent quand il y a une esquisse. Et quand on parlait de dextérité, ce qui est marrant aussi à regarder sur un black book, vous allez me confirmer ou pas, mais c'est souvent on parlait de critérium. Tout à l'heure, on parlait de crayon papier. Comme on est dans une recherche, il y a beaucoup de travail au crayon papier à la gomme pour après retracer. On parlait du stylo bic tout à l'heure, au feutre, pour après tracer. Mais c'est vraiment une grosse recherche pour le dessin. C'est une recherche. Donc c'est pas forcément quelque chose qui va couler de source. Ça sera sur le mur que ça doit couler de source. Il va vraiment chercher, travailler ses lettres, les pousser au maximum, préparer ses 3D, par exemple, s'il veut faire de la 3D, préparer tout ça. Et il y a autre chose aussi, on parlait de se séparer des black books. Il faut savoir que l'artiste, surtout le graffeur, est en continuelle évolution. Et quand on regarde des dessins, parce que je suis graffeur moi-même à la base, quand on regarde des dessins qu'on a fait, surtout quand on travaille beaucoup le dessin et qu'on évolue, des dessins qu'on a fait il y a 1 an, il y a 2 ans, souvent on les aime plus. Parce qu'on est passé à autre chose. La lettre, on l'a travaillée autrement. On a trouvé quelque chose qui est plus proportionnel, qui est plus dans la lettre. Ça, si vous pouvez nous en parler en fait de vos dessins que vous regardez. Ouais. Moi, du coup, je vois un peu une sorte de triangulation dans ce processus, c'est-à-dire qu'il y a en effet le travail préparatoire, donc d'esquisse, on appelle sketch, qui est l'étape numéro 1. Ensuite, il y a l'étape numéro 2, toujours dans le travail donc, du dessin, du trait, qui est de projeter cette recherche sur le mur, donc à grande échelle. Et finalement, la réelle problématique, elle se trouve dans finalement l'amalgame des deux,
qui est de comment revenir à l'étape numéro 1, donc un support finalement exposable ou un support périn qui permet de conserver dans le temps ce travail-là, parce que la rue, c'est éphémère, c'est toujours effacé. Donc, voilà, donc le point d'interrogation, je le vois ici, comment il va réussir à faire un mélange entre son travail préparatoire qui a son sens et pas assez pertinent ou pas assez, j'ai presque envie de dire, esthétique ou assez travaillé pour être exposé, s'il veut aller plus loin, avoir une démarche, vendre son travail par exemple. Et donc l'intérêt, c'est comment il va voilà, trouver un mélange entre sa recherche plastique qui s'est faite dans la rue à grande échelle et son retour au support papier ou toile. Et c'est là que finalement il y a une réponse qui se fait. Donc voilà, après chacun aussi a sa façon d'aborder le dessin. Il y en a qui vont amener vraiment une part assez illustrative, figurative dans le graffiti, donc dans la peinture, ce que j'ai dit tout à l'heure, où on peut considérer comme du dessin, et d'autres qui vont plus jouer vraiment sur le travail de la ligne, de la gestuelle, retenir cette spontanéité, cette rapidité du trait. Donc voilà, après il y a vraiment plusieurs catégories qui se font dans ce travail du ouais, bien sûr, ouais. Vas-y. Oui, je voulais apporter des petites notes sur un sujet que moi je pense est assez intéressant en ce moment. Les graffeurs, ils sont mis à la toile, peut-être pour passer à autre chose, peut-être qu'il y en a un moment où il y en a peut-être un peu marre de la garde à vue à un moment et des amendes. On grandit, on a 30 ans, il y a des enfants, il faut ramener peut-être un petit peu d'argent. Donc ils se sont dit, on va faire des toiles parce que quand on va au musée, il y a des toiles, que pour être un artiste reconnu, il faut faire des toiles. Et là, il y a un moment où je ne suis pas du tout d'accord par rapport à ça, c'est qu'il y a plein d'autres moyens de présenter son boulot. Donc notamment, j'espère qu'il y aura peut-être un retour plus, par exemple, pour parler du graffeur, de son black book, de son univers, de ses photos personnelles, de ses photos qu'il a avec ses collègues dans les tunnels, dans ses voyages, quand il part en interrail, etc. C'est-à-dire qu'il y a le graphe qui est toujours montré, on voit toujours la belle image finale en fait, qu'on pourrait considérer comme la toile ou même la photo tirée en grand ou ce genre de choses. Je trouve qu'on s'éloigne en fait complètement de la vie en fait du graffeur et de la manière dont lui il pense et il fait son taf. Donc notamment là pour l'expo qu'on va faire dans la galerie Rabot-en-Moussion, nous c'était vraiment revenir à une espèce à une base en fait. Où le graffeur en fait est présent, on sent qu'il est là, on voit par exemple son sketch, son squelette en fait, mais on voit pas forcément uniquement le dessin ou comment dire, la peinture finale, on voit le processus. Et dans le sketch, ce qui est vachement intéressant, c'est ça, c'est le processus. Il y en a qui sont en tracé direct, il y en a qui posent des coups de gomme, comme on dit, il y en a qui sont plus spontanés que d'autres. Et c'est ça. Et je pense que la vraie force en fait du graffeur, elle est plus facile et plus intéressante à déceler dans un dessin, dans une discussion qu'on a avec lui de comment il a réussi à grimper sur le toit, comment il s'est fait péter la semaine dernière dans tel endroit, etc. Et pas uniquement ce côté belle image qu'on présente toujours, et que moi je vois dans les ventes aux enchères ou ce genre de choses. Il y a un côté un petit peu... j'ai l'impression que la toile, presque, elle doit être assortie aux rayures du canapé. J'ai juste apporté une petite chose. Par rapport à ça, c'est que le graffeur rentre dans le marché de l'art. Il faut aussi accepter les règles du marché de l'art. Tu ne peux pas demander à des collectionneurs de rentrer dans ton univers tout de suite. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils ne l'intéressent pas forcément. Pour parler avec pas mal de collectionneurs, ils veulent. Il ne faut pas oublier qu'une toile, c'est aussi. Il faut qu'il vive avec. Il va l'accrocher au mur. Il faut qu'elle lui plaise. Donc si tu amènes juste la crasse des tunnels, je dis ça en étant graffeur. Donc, si tu amènes juste la crasse des tunnels et tes chaussures avec pleine de peinture, je suis pas sûr que ça lui parle. Eh ben moi je suis pas d'accord avec ça et j'espère que tu viendras à l'expo et tu verras que oui, alors il y a un autre angle d'approche, je pense. Il y a un travail qui est fait aussi. On parle des ventes, on parle des galeries, on amène un petit peu à ça en parlant des black books, en sortant. Des fois, on va vendre la photo avec le dessin. Donc, on amène à ça, mais tu peux pas demander à des gens c'était quand même deux univers complètement séparés, le milieu de l'art et le graffiti. Quand tu faisais du graffiti, tu te disais pas un jour je ferai des toiles ou un jour je rentrerai dans une galerie comme tu viens de faire.
Donc quand tu es adolescent, tu ne penses pas du tout à ça, tu ne penses pas à gagner de l'argent, tu ne penses pas que tu vas avoir des gosses. Tu te dis, le mec, il a 25 ans, il pose encore. Alors que là, tu en as beaucoup plus et tu es encore dedans. Donc, tu vois, tout ça, il faut quand même l'amener dans un milieu, dans le marché de l'art, dans quelque chose, chez des collectionneurs, chez des gens. Et il faut quand même qu'il y ait des transitions qui comprennent le mouvement, qui comprennent tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le collectionneur qui achète une toile au départ, parce que c'est vrai que c'est ce qui est essentiellement montré dans un premier temps, certains vont faire cette démarche d'aller voir ce qui se passe derrière. Et ça, c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. C'est qu'au début, il y avait cette émulation pour effectivement uniquement les toiles, les choses comme ça. Et finalement, en train de se transformer, on est face à des gens qui ne connaissaient pas forcément au départ le monde du graffiti, de l'art urbain, et qui, grâce à ça, vont finalement faire la démarche finalement inverse, c'est-à-dire de remonter vers les sources, l'origine, qui sont les esquisses, qui sont les black books, les photos d'époque. Et on voit des gens qui font cette démarche de s'intéresser à tout ce qui s'est passé sur le terrain en partant du support mobile qu'est une toile ou un panneau accroché dans une galerie de façon plus classique. Parce que nous, on a vécu dans l'univers des rides, ce que tu parlais, tout ça. Cette ambiance-là, ces photos avec les lumières jaunies, tout ça, on l'a vécu. Les terrains vagues, on les a vécus. Mais les collectionneurs, tu peux pas... eux, ce qu'ils ont vécu, c'est le taxe sur un immeuble haussmannien. Ce qu'ils ont vécu, c'est ce que ça leur a coûté en ravalement. Donc tout cet univers-là, il arrive petit à petit. Et les gens, en découvrant les toiles, ont commencé, ce que dit Arnaud là, on commence à s'intéresser en disant qu'est-ce que c'est que ça, d'où ils viennent, c'est spontané, c'est tout ce que nous on connaît, tout ce qu'on a voulu leur faire voir, bien sûr. Et tu peux pas imposer tout de suite en disant il faut qu'il y ait du travail autour de ça, et c'est ce qui est en train de se passer. Et Arnaud a vraiment raison, c'est en train de vraiment se modifier. Les collectionneurs commencent à nous demander, là on a vu des dessins de Lokis, là moi j'ai vu des batailles sur des dessins de bandeaux de 83, des trucs comme ça. Ils commencent à demander, si tu amènes juste le dessin, ils vont te dire c'est un dessin, il n'y a pas d'histoire, qu'est-ce qui se passe derrière. Et l'univers du graffiti, ce que nous on a vécu, on ne peut pas leur imposer. Déjà, on leur imposait déjà visuellement, parce que je ne pense pas que tout le monde ait envie de voir un wallcar quand le train arrive et de ne plus voir dehors. Ça, c'est un truc qui nous faisait plaisir à nous de peindre les vitres. Ouais, ça, faut le montrer justement. Ouais. Moi, je pense que c'est extrêmement réducteur de limiter le graffiti seulement au travail du dessin ou de la peinture. Il ne faut pas oublier quand même que là où c'est quand même extrêmement innovant, le graffiti, c'est qu'il se positionne, je le répète encore une fois, dans la rue. Son support, c'est la ville. Donc ça, c'est quand même un paramètre qui est extrêmement important et qu'on a souvent tendance à mettre de côté. Certes, parmi les taggeurs, il y a de très bons dessinateurs et très bons peintres, mais on les compte sur le doigt de la main. Donc du coup, tous ceux qui suivent derrière se prennent aussi pour de grands coloristes ou de grands dessinateurs en voulant utiliser le support de la toile ou du papier. C'est pas forcément assez juste valeur de parler du graffiti comme ça, à mon sens, à savoir que on peut être un très mauvais graffeur, mais avoir un talent extraordinaire pour s'introduire, par exemple, dans un dépôt de métro, esquiver 6 mètres chiens. Là, on veut des noms. Là. Des censors. Par exemple, tu me parlais de Soak qui s'est fait arrêter, qui a eu 700 000 € d'amende, que je connais. Pour moi, ça relève de la haute voltige, quoi. C'est James Bond, le mec, quoi. Il a des techniques qui sont absolument extraordinaires. Il passe devant des sensors, des détecteurs de mouvement, des détecteurs infrarouges. Donc voilà, et ça, ce serait une force extraordinaire s'il arrivait à parler de tout ça et non pas à se limiter à son petit bouquin de dessin tagounet avec ses grands graphes qui ne parleront absolument à personne. Et voilà. Et donc ça, c'est souvent mis de côté, ce processus, ce que je disais tout à l'heure au tout début, quelque chose d'extrêmement important. Et finalement, on a tendance, pour l'instant, pour ma part, le graffiti n'est évoqué qu'à un seul pourcent. Dans les institutions artistiques, on a montré un peu de dessin, comment on a réussi à décliner finalement ce travail du dessin ou de la peinture du tagger, qui est en effet une question intéressante. Et d'ailleurs, je pense que c'est finalement la seule contrainte du tagger, c'est comment va-t-il réussir à décontextualiser son travail. Et ça, c'est une véritable question, parce que finalement, il n'a aucune contrainte, le tagger. Il fait ce qu'il veut quand il veut, il vole tout, il prend tout, et c'est un peu le roi de la ville. Donc dans cette question de comment va-t-il répondre à ce nouveau contexte qui est l'institution, parce que finalement, pour montrer son travail, c'est pas en faisant un gribouillage dans un sous-sol que les gens vont le voir. Si tu as un minimum d'ambition et de messages à divulguer, c'est les institutions qui vont te le permettre, sinon tu es sourd et aveugle. Donc c'est par le biais d'une galerie ou d'un musée, essentiellement.
Voilà, donc se limiter pour moi à la toile, enfin, au dessin ou à la peinture, je trouve ça très handicapant et je trouve ça assez léger. En l'occurrence, nous, voilà, le collectif Djando 22, on va essayer de montrer voilà, d'autres facettes qui sont restées un peu dans l'obscurité ou dans le coffre-fort pour voilà, montrer ces processus, ces réflexions, tout ce domaine de l'obscurité qui regorge d'histoire, de voyages, de force. Donc voilà, donc on va essayer de montrer tout ça parce que c'est un peu mis de côté. Vas-y Natif, tu voulais dire un truc ? Oui. En fait, je crois pas vraiment que c'est soit un, soit l'autre. Que soit tu montes un dessin, soit tu montes le processus. Je crois qu'il y a un marché pour l'instant pour le graphe objectified. Ça veut dire les art toys, les dessins, les toiles, etc. Mais après, je crois que ça n'empêche pas, si tu as une nouvelle proposition, si tu as envie de montrer l'envers des décors, la côté verso de graffiti, Moi, je dirais même pas envers du décor, c'est le décor aussi, quoi. Ça fait partie du processus. Oui, mais c'est un regard particulier, c'est un point de vue esthétique. Je parle en généralité. Et pour moi aussi, il y a la question, parce que le travail d'un graffeur, c'est un truc qui se voit dans le temps. C'est pas un truc en regardant qu'il y ait une peinture d'un graffeur ou qu'il y ait un dessin d'un graffeur, vraiment, quand il dit Paul, tu vois vraiment 10%, même pas 1% de son travail. Même chez les graffeurs, c'est pour ça justement que les black books, elles sont intéressantes. Moi, quand je vais chez quelqu'un, un graffeur, j'ai pas envie de voir ses photos qu'il a fait parce que ça, je peux voir dans la rue. J'ai envie de voir ses black books avec ses recherches, ses faiblesses, ses dessins ratés. C'est ça qui m'intéresse. Si on considère ça comme partie de la graphe, en fait, et comme partie de dessin, si on considère, quand il disait ses pompes tachées, ses vêtements tachés, ses papiers, des amendes qu'il a pris, si on considère tout ça comme partie des grappes, ma question c'est pourquoi pas les exposer? Moi, je suis tout à fait d'accord sur ça. Et effectivement, aujourd'hui, on a eu, en termes d'institutionnel, très peu ou pas d'expositions qui ont montré ça. Et d'ailleurs, c'est, à mon avis, l'exposition qui manque aujourd'hui. Et alors, effectivement, c'est plus dans le monde institutionnel que le monde des galeries, puisque dans les galeries, on est quand même aussi... il y a cette question de la commercialisation qui reste quand même toujours sous-jacente. Mais c'est vrai qu'on peut concevoir des expositions, à mon avis, certainement plus ambitieuses que celles qu'on a vues jusqu'à présent. Et ça, effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord sur ce point-là. C'est qu'on attend l'exposition qui va un petit peu... tout exploser, et qui se permettra effectivement de jouer sur quelque chose de beaucoup plus global en termes d'installation in situ, ça peut être dans un centre d'art, dans un musée, ou même dans une galerie. Hein. Donc on attend de voir ce que vous allez proposer bientôt. Ok, juste pour revenir sur la question dessin, ou les parcours ou les parcours d'artistes. Je crois que dans les graphes, c'est pas différent que dans n'importe quel art. Les deux sont inséparables. Il y a la personne, elle a dessiné ou elle pense qu'elle apprend parce qu'elle a vu ça ou tel truc, ou ça lui est arrivé ça ou ça dans leur vie ou pas.
les graffeurs, quand ils pendent dans la rue, il est totalement dépendant de la structure de la ville. Et donc, il y a le parti où son trait commence et il arrête, mais ce n'est pas les seuls composants de son travail. L'échelle qui a été oubliée par les ouvriers, juste à côté de le mur où il a tagué, elle faisait partie du travail. Parce que si l'ouvrier, il n'a pas oublié sa échelle, ou il n'a pas oublié la porte ouverte, ce dessin n'existera jamais. Le gouttière qui amène jusqu'au toit d'un meuble pour te permettre de pendre fait partie des dessins. C'est commun, peut-être dans le premier temps, pour les gens on peut dire qui ne sont pas issus de la scène des graphes. Quand il verra ces dessins, il verra qu'il y a un dessin. Mais pour tout le monde qui graphe ou qui connaît un petit peu ces paramètres, nous, automatiquement, quand on voit un dessin sur un toit, on regarde les dessins 5 minutes et on regarde les accès de mec pendant 20 minutes. Comment il est arrivé jusque-là? C'est vraiment ce qu'on regarde. Donc, on ne peut pas regarder le graffiti sans regarder ces paramètres. Et oui, sans regarder la côté performance. Deuxièmement, sur la question des dessins, c'est aussi, il y a une différence entre les gestes des mains que tu as avec, juste, il y a que ton bras qui bouge quand tu dessines sur un support ou sur une petite toile, ou vraiment entre quand tu cours devant un mur ou devant un train d'aller jusqu'à là ou là et sans voyant vraiment ce que tu es en train de faire. Cette situation, cette manque de recul, comme il disait, et cette manque de recul et manque de sécurité et manque de temps, elle t'impose aussi elle se voit finalement sur les dessins, elle est visible. Peut-être comme une personne regarde ces dessins, il ne les voit pas. Moi, quand je réveille le matin et je marche, je sors dans mon quartier, je sais exactement dans quel état ils ont rentré à la maison, mes potes, à travers leur tag. Je vois s'ils ont trop bu, s'ils ont rentré à plusieurs, et tous ces trucs, ça compte finalement dans les dessins. C'est des nouveaux paramètres qui rentrent dans les dessins contemporains et on ne peut pas exposer le graphe, on ne peut pas parler de graphe sans ces éléments composants. En effet, c'est intéressant ce qu'il dit dans le sens aussi, si on vient à la plastique aussi du dessin en tant que tel, il y a un paramètre qui est aussi assez nouveau, qui est souvent mis un peu de côté. Il y a un peu une hypocrisie aussi souvent de la part des graffeurs plasticiens qui présentent leur travail sur des toiles. Ils ont souvent tendance à vouloir faire du beau ou du joli en retranscrivant par exemple un flop ou un tag de façon belle tout simplement, mignonne, bien faite, alors qu'il y a des paramètres qui sont très importants qu'il vient d'évoquer, qui est par exemple l'adjectif sale. Le tag, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier qui est quand même assez trash, assez sale. On parlait tout à l'heure des traces de pas dans les tunnels, on parle des habits qui sont souillés par la peinture, le fait d'aller sur un toit, ça salit aussi le créateur. Donc cette idée, je pense qu'il faut, elle est importante à mettre en lumière. Par exemple, dans le travail à la fois de plastique du dessin, ce côté jeté, spontané, comme le tag vieillit avec le temps, il est rouillé, frotté. Souvent, c'est pas très bien fait parce que ce sont des gens aussi qui sont autodidactes, les taggeurs, qui font pas forcément d'école. Il n'y a pas d'école pour apprendre le tag. Donc cet aspect un peu jeté, un peu sale, un peu mal fait, c'est un paramètre qui est très important. En tout cas, j'aimerais bien mettre en lumière. C'est pour ça qu'aussi pouvoir faire une exposition qui montre, si un jour ce sera fait, ça peut être intéressant, de montrer justement le sketch en tant que tel, le sketch un peu mal fait, ce côté un peu bancal. Il y a quelque chose aussi de très charmant, de très authentique et de très brut là-dedans. Si on regarde les premiers graffitis sur les métros new-yorkais, c'est complètement brut, on dirait de l'art africain, quoi. À la fois avec le support et à la fois avec le traité du mec, quoi. Il a 11 ans, il a pris une bombe, il sait même pas, il connaît absolument rien à rien. Et il y a une nouveauté là-dedans. Et d'ailleurs, la plupart aussi des
des graffeurs cultivent aussi ça, quoi. C'est une volonté de... Encore des noms. Mais et donc moi je tiens à mettre en lumière, en exergue, ce côté un peu poubelle, quoi, qui peut être très joli. Comme Armand a su le faire, on veut aussi réussir à le faire. Et je pense important effectivement que les personnes qui s'intéressent au départ à cette expression artistique, ou à cette expression tout court d'ailleurs, qui arrivent par, comme tu disais, à la toile parfois un peu trop propre, fassent justement ce parcours de remontée. Et je pense notamment à un collectionneur comme ça qui a découvert il y a quelques années à travers John Wan. Il a eu un coup de cœur pour John Wan et qui depuis a fait la démarche inverse, c'est-à-dire qu'il est remonté, il s'est intéressé aux artistes, il les a rencontrés, il les fait venir chez lui, il les reçoit en Bretagne en résidence, il fait quelque chose, et que ce soit des gens plus ou moins connus, en tout cas voilà, il permet à des artistes de continuer à être sur le terrain aussi, puisque il les aide financièrement, en les logeant, les choses comme ça. Et donc ça, c'est quelqu'un, voilà, c'est une démarche qu'on peut avoir et un parcours qu'on peut faire. Je voudrais juste revenir sur quelque chose, parce là, on parle des dessins, on parle de l'univers qui est un peu crade, mais c'est l'univers qui est crade, parce que les graffeurs finissent, en général, les graffitis sont plutôt propres. Les finitions sont ça dépend qui. Oui, effectivement, si tu prends Kig et Asile... Le vrai graffiti, il se fait en vandale, hein, premièrement. Non, mais il se fait en vandale. Deuxièmement, faire une peinture propre sur un métro en 10 minutes avec des bombes qui coulent, de la poussière et un mec qui arrive derrière, c'est quasi impossible, quoi. Oui, mais les tracés sont toujours bien faits, les couleurs sont plutôt propres, que ce soit au rouleau ou au... Ouais, ça dépend du point de vue. Mais le contexte... Ce que je voulais dire, en fait, c'est que le dessin et le graffiti est comme assez structuré. Ce qui est crade, c'est vraiment ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que quand tu viens, quand tu traces, quand tu fais tes contours... moi, je pense que c'est de voler la face, de voir le graffiti comme quelque chose de propre. Non, là, je te parle en tant qu'artiste. En tant qu'artiste, ouais. Tu essaies de faire quelque chose, d'avoir un rendu le plus propre possible. Bien sûr, il faut être subtil, il faut jongler entre les deux. Il faut aussi que le travail soit lisible, bien sûr. On n'est pas là pour montrer un gribouillis écœurant absolument mal fait. Mais non, mais l'aspect spontané, jeté, sale, c'est un paramètre qui est incontournable. Ouais. Je crois que ça, c'est juste une question de style. Et effectivement, il y a des périodes dans le graphe, on ne peut pas vous présenter les graphes comme un truc qui était toujours... C'est pas du style, je suis pas d'accord. Par définition, c'est la peinture qui est faite en extérieur. C'est pas sur un support qui est fait pour être conservé avec une Marie-Louise et un verre. Quand tu fais une peinture, même si elle est très bien réalisée, admettons qu'on est fait un professionnel extraordinaire, quand tu fais une peinture sur un métro, sur un toit, sur un store qui tous les jours est levé, descendu, un métro qui va être frotté, une camionnette qui va faire Paris-Angers 10 fois par jour, par définition, il y a un moment où il va vieillir. Alors on peut dire sale ou usé, mais finalement, c'est presque un synonyme. Et ça, c'est un paramètre qui est aussi incontournable. Donc... Oui, mais lui, il parle juste de la réalisation plastique, que l'artiste est clean ou non. Et ça dépend de combien de temps il a eu pour réaliser son œuvre. Deuxièmement, effectivement, graffiti, c'est un art qui est, si on veut, sans cadre défini. Donc, il y a la question où elle a commencé les graffitis et où il a terminé. Parce que la personne, elle est en train de marcher dans la rue, elle voit un store ou un support vert et elle sait qu'elle a un marqueur vert dans sa poche, elle ne veut pas les sortir parce qu'elle sait que ça ne va pas voir. Mais s'il y a un truc orange qui finit, je ne sais pas, avec les verts, elle veut se débrouiller pour être encadrée dans l'orange et pas dans le vert. Bref, le graphe est indissociable de son environnement. C'est impossible de vraiment montrer graphe autrement que dans son environnement. Que l'environnement soit sale ou non, que la réalisation soit sale ou non, je crois que c'est un truc qui
for the observer, for the beholder. It depends on the person who's looking at it. But ça dépend pas des graphes eux-mêmes, parce qu'il y a en effet les travails très clean que moi je trouve trash, et des travails que d'autres personnes trouvent trash que je trouve bien. C'est pas le moment où le graffiti est devenu en quelque sorte est rentré un peu dans les mœurs, où il était possible de le faire de façon légale, qui est devenu propre. Après, propre, c'est assez subjectif comme notion. Mais moi, je pars du principe que par définition, je crois pas du tout. Avec des outils qui sont à la base pas faits vraiment pour faire de la peinture léchée, comme la bombe par exemple, et un contexte qui te dit qu'il faut que tu ailles le plus vite possible, avec des supports qui sont de base sales, la notion de propreté, elle est assez subjective. En fait, en disant ça, tu donnes l'impression aux écouteurs que les graffitis, il était toujours dans ce contexte hâte et vite. Au début des graffitis au New York, c'était pas vraiment ça. Les gens, ils ont eu des temps de commander des pizzas dans les terrains. Tout début des graffitis, avant que graffiti devienne un problème, c'était pas un problème au début. C'était pas toujours illégal, c'était pas toujours... Au début, la public, elle était même pas au courant qu'il y a des gens qui sont en train de prendre dans des terrains vagues. Donc, en avant, les graffitis, vraiment, au tout début, tu pouvais prendre pendant 2 heures ou 15 minutes. Je sais qu'à New York, c'était comme ça. Donc, du coup, c'était après... Attends. Mayor Koch. C'était à l'époque de Ed Koch, qui était réélu en 75. C'est ça, 75. 75. Il était réélu en 75. Et là, vraiment, comme un coup de campagne, il voulait vraiment supprimer le graffiti sur les métros de New York, machin. Et c'est là qu'il a imposé, l'illégalité, elle est venue après. Mais avant, tu pouvais rester dans le terrain pendant des heures et faire des trains bien clean, si tu veux. Donc, du coup, en présentant les graffitis comme un truc qui était toujours illégal, on passe à côté d'évolution historique. C'est une évolution trop courte parce que graffiti, c'est un mouvement trop jeune. Il a 40 ans, les trucs. Donc, du coup, mais si on voit dans cette évolution, il y a quand même des périodes, il y a quand même des tendances, il y a quand même des vagues. Ce n'est pas un truc qu'on peut généraliser sur la côté illégal ou sur la côté sale. C'est bien plus subtil que ça. Après, dans le graffiti, tu as tout. Il y en a qui vont faire que des terrains vagues parce qu'ils vont pas. Il y en a d'autres qui vont peindre que sous adrénaline parce qu'ils en ont besoin pour tracer proprement. Ils vont s'emmerder royalement dans un terrain. Après, tu as toutes ces branches-là qui se réunissent et qui restent du graffiti, quoi. Et de toute façon, dans tout ça, quand même, la question sous-jacente de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est effectivement sur l'aspect commercialisation qu'on a aujourd'hui, dont on est des acteurs, et savoir quelle est la légitimité de cette commercialisation. Chacun peut se positionner par rapport à ça. Il y a un vrai débat qui reste assez actif. Et à mon avis, une des réponses à ça, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire à monter des événements qui soient effectivement, en tout cas en termes d'exposition, plus ambitieux que juste un accrochage. Et ça, c'est vrai que ça va être des questions qui se posent aujourd'hui, qu'on se pose tous également. Enfin. Et sans perdre l'idée que ça reste un achat plaisir pour le collectionneur. Il faut qu'il aussi que ça lui plaise et qu'il ait envie de l'accrocher au mur et de vivre avec. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des choses, on n'a pas forcément envie de vivre avec, quoi. Je crois qu'on a un petit peu balayé ça. J'aimerais savoir si dans la salle, il y a justement quelques interrogations par rapport à tout ça. Voilà, moi je me suis posé la question de savoir si les graffeurs, les gens qui... Pardon. Si les artistes du street art ont envie justement de se faire connaître, de rentrer dans la société marchande, commerciale, etc., ou alors si ils préféreraient quand même échapper à ce que j'appellerais, pour reprendre Guy Debord, la société du spectacle, la société marchande, marxiste-chande, si on peut dire, du spectacle. Alors, à quel moment
les artistes du street art vont, à quel moment est-ce qu'ils vont faire partie de cette société, ou alors ils ne veulent pas, parce qu'il y aurait à ce moment-là une solution pour pouvoir continuer à regarder tout ce qu'on voit sur le street art, mais dans leur contexte, parce que c'est évident, le contexte, comme dit Monsieur New-Yorkais, il faut voir comment ils sont arrivés justement en prenant plein de risques pour exprimer leur art. À ce moment-là, ça serait peut-être faire des expos d'immenses photographies. Parce que comme ça, on leur permettrait quand même d'échapper. Les graffeurs seraient d'accord, mais... Est-ce que les graffeurs seraient d'accord? Oui, les graffeurs préféraient montrer des photos pour beaucoup, ou des choses. Mais on revient sur une idée de marché. Il y a une demande, et il y a... Enfin, on peut pas... C'est assez compliqué. Moi, je voudrais juste parler de... On reviendra après dessus, sur est-ce qu'ils ont envie de rentrer dedans. On reste sur l'idée d'adolescents, et... nos parents nous ont toujours dit qu'on était des incapables, que ça ne servait à rien, le graffiti. Et voilà. Donc, pouvoir vivre de sa passion, tout le monde là au fond de soi. Oui. N'importe qui. Vous faites du tricot, si vous pouvez en vivre, vous allez adorer. Et après, par contre, il y a une lutte qui était contre les institutions, contre la RATP, et on arrive dans une impasse intellectuelle, et chacun aura sa vision. On va leur demander leur vision, mais chacun a sa propre vision de ça. Mais en tout cas, vivre de sa passion, tout le monde a envie de le faire. Quand on est dans le graffiti, on lutte un peu contre les institutions, et c'est là où il y a un fossé. Mais le fossé, des fois, on va le franchir parce qu'on a envie de le franchir. Il y en a qui l'ont franchi, il y en a qui l'ont pas franchi. Là, je pense qu'il y aura un bon panel d'idées différentes là, sur le sujet. Mais vivre de sa passion, tout le monde a envie de le faire. Ça, c'est sûr. Bon, pour moi, par définition, le tagger, il appartient au spectacle. On parlait de société du spectacle. Par définition, il appartient au système avec tout ce qu'il englobe. À son insu ou pas, il en fait partie. C'est un acteur. Après, c'est une question de degré. Est-ce qu'il veut prendre du recul par rapport à son travail? Est-ce qu'il veut poser des problématiques par rapport à lui-même? Est-ce qu'il veut aller plus loin, finalement, réfléchir sur son processus, sur sa démarche? Ça, c'est une question de degré, et c'est assez personnel, finalement. Donc, il y en a qui s'arrêtent à la pratique, finalement, au loisir, et ce que ça va apporter aussi comme conséquence à leur insu, dans la ville, par exemple, pour les institutions, les philosophes, etc. Après, de vouloir donner des réponses à ça, donc de prendre du recul par rapport à sa propre démarche, de se poser des questions, c'est plus une question d'ambition, de problématiques personnelles, d'intelligence. Donc voilà, ça c'est assez personnel, mais à part du principe, c'est comme la naissance. Quand on arrive sur Terre, on fait partie du jeu, quoi. Une question, est-ce que tu t'es beaucoup posé de questions sur pourquoi tu faisais ça, et est-ce que c'est parce que tout à l'heure on parlait de gens, on parlait de SOAC, ou on peut parler d'autres gens qui sont ici, s'ils ont envie d'en parler, ça devient un vice à un moment. Le graffiti est un vice, c'est-à-dire qu'on a besoin de montrer son nom. Et après tous les problèmes autour de l'ego, autour de pourquoi montrer son nom, et après on peut arriver au niveau de la commercialisation, mais c'est compliqué d'expliquer pourquoi on faisait ça. Ouais, le graffiti, c'est une thérapie extraordinaire, c'est d'une richesse énorme. Comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas du tout que du dessin, que de la peinture. On peut limite s'arrêter presque que au vol en magasin. Ça peut aussi être vu comme de la danse, comme de la performance. Savoir raconter à un bobard, un propriétaire pour peindre son store, avoir affaire aux policiers, leur raconter des histoires pour finalement esquiver les problématiques. Pour moi, c'est un domaine qui est d'une richesse extraordinaire. On peut avoir des convictions presque d'architecte en étant tagueur. On peut être chorégraphe inconsciemment si on le veut. C'est d'une richesse énorme. C'est aussi c'est pour ça notamment que j'ai choisi de faire du graffiti, parce que ça arrive à regrouper une panel de domaines extrêmement riches. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. C'est comme ça qu'on plonge dans le graffiti. Mais je repense à Marie qui est là, qui a fait une interview de il n'y a pas longtemps, et elle lui pose la question qu'est-ce que tu as apporté le graffiti? Il a répondu ça a niqué ma vie. Donc parce qu'il a des amendes, parce que ceci, parce que cela. Donc il y a cette prise de conscience. Il s'y est mal pris. Ouais. Moi, je pense que forcément, il y a une partie dans le graffiti, comme on est dans la rue, il y a une partie de hasard. Donc, il y en a qui se font gauler, d'autres moins, d'autres pas. Ça dépend de l'application qu'on met, ça dépend de comment on bouge, etc. Je vais essayer de revenir sur les questions. Je pense qu'en fait, c'est juste avoir une interprétation, personnelle et puis judicieuse dans ce qu'on a envie de présenter. Donc,
Être présent dans les galeries, ça ne veut pas dire qu'on lâche l'affaire avec le graffiti tel qu'on le pratique. On peut encore le pratiquer. Si on est un peu coincé en France, on peut aller le pratiquer à l'étranger. On peut aller peindre des métros à Buenos Aires encore, et ça circule, etc. Donc c'est une histoire de mobilité. Le graffiti, il part au début on fait ça derrière son gymnase, après derrière sa ville. On vient de Grenoble, après on a envie d'aller à Lyon. On entend que dans le sud ça bouge, on va faire là-bas. Après on monte à la capitale. Après on fait les capitales européennes. Après on prend des tickets pour aller ailleurs. Le but, c'est d'être partout. Et puis maintenant, c'est un jeu mondial, le graffiti. C'est fini, les histoires de quartier, etc. Il faut être présent partout. Ça amène à bouger, à s'intéresser à plein d'autres choses et à faire des voyages. Ouais. Et donc, en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est que chacun est libre à ce qu'il peut proposer. Et puis, l'interprétation de sa vie de graffeur. C'est-à-dire que s'il lui considère que c'est uniquement quelque chose de stylistique, eh ben, il présentera des dessins. S'il a envie de présenter... ces 15 ans de voyage à travers des photos, ça sera peut-être plus intéressant et plus judicieux qu'il fasse ça à travers des photos. S'il y en a un qui est plus intéressé par le côté peinture, il présentera des grandes toiles abstraites et dynamiques. Donc je pense qu'il n'y a pas de barrière, ou peut-être qu'il faudrait qu'il y en ait moins, ou que les expositions soient de plus en plus large et qu'il y ait aussi bien des acteurs de l'ancienne génération que des nouvelles générations. Je prends l'exemple du graffiti à Berlin où toutes les anciens, côté Berlin-Est et Berlin-Ouest, ils ont deux visions complètement différentes. La partie Berlin-Est est partie dans une optique complètement art contemporain, où c'est des personnes qui faisaient énormément de graffiti aussi et des grands piliers du mouvement. Ils ont complètement lâché l'affaire, ils présentent des boulots où on ressent le cursus du graffeur derrière, mais on sent vraiment une évolution. Quand on prend Berlin-Ouest, c'est l'inverse. C'est un truc où on sent beaucoup plus un côté un petit peu tuning, tatouage. Ils ont des salons pour customiser des voitures à l'aérographe, etc. Et tout. Donc c'est assez marrant. C'est des camps en fait. Voilà, chacun un petit peu choisit son camp et des écoles. Chacun choisit son école et puis propose sa vision du graffiti. Mais il faut qu'il y en ait encore beaucoup plus pour enrichir l'ensemble et pour que vous, qui n'ayez pas forcément la chance d'être avec nous, peut-être dans une mission, d'un truc comme ça, que vous puissiez vraiment comprendre tous les aspects en fait, global du graffiti, de l'avant à la réalisation et puis l'après, l'effacement, ça peut être la garde à vue, ce genre de choses. Pour les gens qui ont passé, moi j'étais incarcéré 2 fois pour le graffiti. On peut dire c'est pas grand chose, mais moi passer 3 mois au placard avec les zigotos de première, etc. pour faire des graphes sur des trains, moi j'en vois pas l'utilité. J'ai fait la peine, je sors dehors, ça m'a pas empêché. J'ai rebombardé encore de plus belle et puis ça m'arrêtera pas. Donc que chacun présente sa vision et juste qu'elle soit pertinente et qu'elle lui corresponde par rapport à l'énergie qu'il a mis dedans, la sincérité de ce qu'il a donné pendant toutes ces années où il a passé à faire ça. Je pense que c'est le plus important. Juste pour répondre à la question de madame, je ne crois pas que la décision de passer dans la galerie ou rester dans la rue, c'est si libre et indépendant que ça. C'est vraiment, c'est pas une décision indépendante. J'ai connu plein de graffeurs qui, quand on a eu 18 ans, ils ont insisté qu'ils ne vont jamais quitter la rue, que c'est une trahison d'aller dans la galerie, qui sont dans les galeries aujourd'hui. Et les gens qui étaient des artistes, plutôt, et qui ont tout lâché pour revendiquer juste le côté illégal. Il y a des situations financières dans ta vie qui arrivent. Si tu dépasses, on peut dire, 30 ans et tu continues vraiment à faire des graphes avec du succès qui est en illégal et en vendant rien, c'est soit tu voles beaucoup, soit tu as des personnes qui te supportent, donc une famille riche, et je crois qu'il n'y a pas un autre moyen. L'autre truc, c'est que, en fait, avec les graphes, il y a cette espèce de mythe que c'est un art des pauvres, qui viennent des ghettos, machin. À la base, c'est un petit peu ça. Le graffiti aujourd'hui, c'est pas du tout un truc qui vient de ghetto. C'est vraiment, il faut être moyenne classe, un petit peu,
ou même voire un peu bourgeois ou Riche, ouais. riches, pour pouvoir commencer. Les enfants des cités, ils ne pratiquent pas graffiti du tout. C'est plutôt les enfants, oui, des bonnes familles qui ont un petit peu une éducation et un moyen de se sortir des problèmes. Un peu rebelle, ouais. Oui, des enfants un peu rebelles. Donc, du coup, si tu vois, le graffiti, il y a un côté un peu privilège, vraiment. Parce qu'il y a déjà, pour avoir une scène de graffiti dans une ville, dans un pays, on a besoin d'une moyenne classe. On a besoin d'une moyenne classe dans cette ville pour sa infrastructure, parce que sans les infrastructures moyenne classe, sans une moyenne classe établie, graffiti, ça ne marche pas vraiment. Il y a des énormes villes, tu peux aller partout dans le monde où il y a des énormes villes, ça ne manque pas de support pour du graffiti, mais il n'y a aucun graphe parce qu'il n'y a pas des moyens classe. Où tu vas aller parce que c'est pauvre, où tu vas aller dans des pays, dans des villes où c'est tellement riche, où les graphes n'ont aucune entrée. Donc du coup, cette décision, c'est vraiment individuel et pas si clair que ça. Les personnes qui revendiquent que la côté rue est illégale, je crois qu'ils cherchent quelque chose de différent des graffitis, qui est la personne qui se voit comme une artiste qui a envie de vivre de ça et qui n'a pas envie de continuer à prendre des amendes. Pour résumer, quand on a faim, on ne pense pas à peindre sur les murs, quoi. Exactement. Et vraiment les vrais criminels, ils n'ont pas le temps de peindre sur les murs. Ils ne vont pas se faire attraper pour un tag sur un mur. Ouais. Ils ont autre chose à faire. Voilà, donc je crois qu'il va falloir qu'on conclue. Et alors, moi, juste un mot avant de vous passer une dernière fois la parole. Je pense effectivement... non, juste... je pas de pense... mots. Comment ? Pas de mots. Pas de mots, pas de mots. Juste pour dire effectivement que la mise en place de ce marché, de cet intérêt aujourd'hui autour des cultures urbaines au sens large, on se rend compte que la pratique du terrain est toujours aussi vigoureuse, violente. Les envies sont toujours là. Et je ne pense pas que c'est parce qu'on passe dans un domaine plus institutionnel, en galerie, qu'on n'a plus envie d'aller sur le terrain. Au contraire, j'ai l'impression que c'est vraiment l'essence même est quand même sur le terrain. Et elle ne va pas casser cette énergie. Et c'est tout ce que les différents intervenants de cet univers, moi, me disent, c'est que finalement, effectivement, ils réalisent des œuvres peut-être plus classiques, des choses comme ça, qui leur permet aussi de vivre, de se faire connaître, pour plein de raisons différentes. Mais ils continuent toujours à partir la nuit sur le terrain. Et je crois que ça restera quelque chose, une envie de l'essence du départ. Si on doit juste résumer en gros la problématique, je pense que l'artiste est celui qui a une histoire à raconter et qui doit être capable d'être séduisant avec son histoire. Je finis sur le mot de la sincérité, parce que pour moi c'est quelque chose d'hyper important et les années passent et on se connaît tous dans le milieu graffiti français, voire même un peu plus, donc on sait qui a fait quoi, on sait qui parle au commissariat, donc juste rester sincère par rapport à son éthique et son travail et puis avancer à fond les ballons là-dedans. Et j'ai pas encore d'enfant, peut-être que ça me ralentira un petit peu plus. Pour l'instant, j'en ai pas, donc voilà, il faut continuer encore à se faire plaisir. Voilà. Merci d'avoir assisté à la conférence.